Le pétrole ne pousse que dans des régions désertiques et affreuses. Voici du moins ce que j'avais retenu d'essentiel quant à la joie de vivre de mes leçons sur les bancs de l'Institut du pétrole. Vous comprendrez donc tout mon émerveillement en voyant ce pays extraordinaire, tout bleu, tout en fleurs, où la Forex m'avait envoyé comme maître sondeur, chef de mon premier chantier. C'était en Normandie. On forait parmi les pâquerettes. Les pieds dans la boue aussi. Mais le ciel par-dessus la tour était si bleu, si calme. Et il était extraordinaire de voir à 10 mètres à droite les péniches chargées de pétrole glisser majestueusement en remontant le fleuve à travers les ombrages, tandis que sur la voie ferrée toute proche, elle aussi, les trains allaient des citernes remplies de pétrole, ce pétrole qui décidément semblait être partout. Le trouver dans les herbages normands était certes chose non seulement agréable, mais surprenante. Mais du diable, si je m'attendais à le trouver en pleine ville. Ce tuyau, qui avait prolongé la route, m'avait en effet amené dans une cave, car c'était dans les fondations d'une maison que je devais forer maintenant, en pleine ville de Rouen. Et je ne sais si c'était plus agaçant ou plus ridicule, en tout cas bien ennuyeux de se voir entouré de balcons et de gens excellents conseilleurs quant à la meilleure façon de faire un trou. Pour moi, je prenais mon mal en patience, me voant au travail, sourire aux lèvres, mais heureux seulement lorsque le travail fini, la féline baissait lentement son mât, semblant faire concurrence aux grues du voisinage. Et que les sondeurs semblaient des gabiers prenant des riz dans les nuages de ce ciel moderne, mais toujours impressionniste du Rouen éternel. Mais je dus brusquement partir et pour un village de pêcheurs, cette fois, situé au bord d'un étang. Voici 5 ans, encore presque inconnu, mais où aujourd'hui les petites filles des mêmes pêcheurs peuvent contempler à travers leurs filets un étrange spectacle. Grâce à un homme qui, il y a 5 ans, découvrit ici le pétrole, elles peuvent voir, ces petites filles, ce qui est une des grandes gloires de la France d'aujourd'hui. Elles peuvent voir se dresser dans le ciel les pyramides multicolores de Parentis, qui jour et nuit tournent et travaillent afin d'extraire le pétrole de ce qui a été découvert comme le plus grand et le plus riche champ français. Jour et nuit, nuit et jour, ces machines immenses enfoncent un cheveu d'acier
jusqu'à 3500 mètres au-dessous du niveau du lac, car on force sur l'eau autant que sur les berges de l'étang. Et c'est un tout nouveau travail pour un jeune ingénieur, surtout s'il n'a pas le pied marin. Les jours de vent ou simplement les jours de cimentation, quand l'immense masse dressée dans l'azur tremblote, vibre et que tout saute à bord de la barge. On pourrait se croire transporté dans les soutes d'un navire de guerre, auquel fait penser aussi le téléphone blindé. Mais on y a parfois des spectacles plus agréables, comme ceux de ces jeunes visiteuses venues de l'école du pétrole, elles aussi, pour voir comment vraiment on fait fonctionner des machines aussi lourdes en les faisant flotter comme un bouchon. Et lorsque je quittais le bord, je me sentais très amiral, quittant son navire pour quelque nouvelle aventure. Ma nouvelle aventure terrestre et souterraine, ce nouveau monde où m'emmenait ma destinée de foreur, c'était l'Espagne. Monde extraordinaire en vérité, avec, dans les rues de ces villages, des moutons en guise de passants, et ces taureaux puissants buvant aux villes, au pied desquels coulent des fleuves torrentueux qui ont creusé elles-mêmes leur chemin. Soncillo s'appelait ce plateau désert, ou presque, situé à 1500 mètres d'altitude, et où, les pieds sous la neige et la tête sous les nuages froids, je devais aller analyser la nature du terrain, sous-sol autant que sol. Grimper, les mains gourdes à une tour, par moins 10 degrés, ce n'est pas amusant, pas plus que travailler en surroi sous la bise glaciale des monts Cantabriques. Mais mon inquiétude était grande surtout lorsque, descendant le diamètreur, je me demandais ce que j'allais trouver au fond de ce trou. Et ce que je trouvais n'était guère différent de ce que le paysage de surface montrait à mes yeux. Des gorges, des explosions, des goulots d'étranglement, tout un paysage fracassé où l'on pouvait perdre et la tête et ses instruments. Et le matin, épuisé après une nuit sans sommeil, je trouvais mon repos dans la compagnie des enfants. Mais le métier de sondeur n'est pas de ceux qui vous font rester longtemps en place au même endroit. Cette fois-ci, ce fut sur un tout petit avion que je partis pour l'Algérie via la Sicile. Après avoir survolé nos installations de Pau, j'arrivais, après un certain nombre de tours d'hélice, en vue de l'Etna, au pied duquel nous ferions également. Mais je n'eus pas le temps de m'y arrêter et, 4 heures après, arrivai en Alger. La société Altraven y construisait son siège avec l'aide active des naturels du pays, qui semblaient, ma foi, se montrer de fort bonne humeur, en l'occurrence. Notre président était là,
Amédée Maratier. Il s'agissait en effet de choses sérieuses. Le plus grand espoir de la France, le pétrole du Sahara, était en cause. Et il me montrait sur la carte l'endroit où, selon lui, il serait le plus propice de forer. Notre directeur général de Paris suivait attentivement nos besoins en matériel. M. Barthes ne nous laisserait manquer de rien. Et à l'atelier, les contremaîtres, farouches devant l'objectif, ne rejabbaient pas au travail. On donnait le dernier coup de soudure. Ou bien aux automobiles, le dernier coup de fion. Car c'est une véritable caravane qui allait se mettre en chemin sur la grande route éternelle du sud algérien mystérieux et toujours difficile malgré le modernisme de nos engins. Le départ semblait facile. Route goudronnée, à laquelle notre étrange caravane donnait un aspect plus moderne qu'ancestral, mais bientôt les villes rouges arrivaient, nous saisissant malgré la présence de 2 chevaux, d'un spectacle tout nouveau. Nous nous trouvions en effet sous une tente, avec comme seule communication avec le monde extérieur un téléphone portatif. Une borne indicacle du désert, elles aussi. Rose des sables et or noir. Miracle de cette nouvelle Atlantide. Miracle de cet océan de vie que les Français ont découvert au sein de l'océan de mort. L'or jaillit avec une pression insoupçonnée. Jusqu'aux hauts des tours, dorant le ciel bleu de son réel et fascinant mirage. Et sous nos yeux, la promesse n'en trouvait plus encore. Promesse qu'a bien tenue cette foreuse, la première à avoir découvert le pétrole au Sahara. Peut-être la verra-t-on un jour dans un musée. En tout cas, ce que nous pouvons voir, c'est le premier puits saharien qu'elle a creusé et qui débute si puissamment qu'il a formé de petites rigoles, de petits ruisseaux et même, un jour qu'on laissa la vanne ouverte, un petit lac de pétrole. Ce qui manque le plus, c'est l'eau. Il faut la transporter par camion. Et le matériel, il faut le transporter par avion. Quotidiennement, presque, les 2 ponts d'Air France nous apportent de quoi survivre. Et c'est beaucoup grâce à eux que l'on doit la construction de Maisons Rouges et la découverte du champ des gelées. Louis Breguet a bien mérité de la patrie. Et lorsque le géant de l'air arrive, c'est un soupir général de joie et de satisfaction. Son ventre qui s'ouvre cache directement vivres et matériels sur le camion venu se garer dessous. La piste, elle, a été vite faite. Il n'y a eu qu'à baliser le désert. Et dans ces termitières, on a construit des ruches à air conditionné, qui rendent la vie possible dans cette immensité brûlante, tellement possible que bientôt les tentes vont le céder aux bastisses en dur. Norafort construit déjà son village, grâce à l'eau. L'eau qu'elle a su extraire à la place de pétrole. Dieu merci pour
Pour une fois. Qui dit eau dit glace. Qui dit glace dit popote. Et pastis. Qui dit pastis dit jeu de boules sur le plus sec terrain du monde.